Bonjour, aujourd'hui je vais vous raconter l'histoire du gamin et du marchand de ballons. Un jour, dans une petite ville de l'Arkansas aux États-Unis, où le racisme faisait rage autrefois, un petit garçon noir vit un vieux vendeur de ballons dans la rue. Il s'approcha de lui, fixa du regard ses ballons de toutes les couleurs avec émerveillement. Des rouges, des bleus, des blancs, des noirs, des jaunes. Quel magnifique spectacle pour cette petite enfant. Le vieux vendeur aperçut le garçon, lui sourit et lui fait signe de la tête de s'approcher. Timidement, l'enfant fait quelques pas en avant et demanda au vendeur « Dites monsieur, est-ce que les ballons noirs volent aussi haut que les autres ?» L'homme ridé, ému par une telle question, s'accroupit et prit le garçonnet dans ses bras pour l'installer sur un muret juste derrière lui. Il lui ouvrit le poignet et lui confia un tas de ballons de toutes les couleurs, et lui demanda de les lâcher. « Regarde !» lui dit le vieillard avec un grand sourire. Le petit garçon était rempli de joie en les voyant se disperser dans le ciel. « Alors, est-ce que les ballons noirs sont montés aussi haut que les autres ?» lui demanda le vendeur. « Ah oui, monsieur !» répondit fièrement le petit garçon. Le vendeur sortit de sa poche une douzaine de petits ballons dégonflés et demanda au petit garçon « Veux-tu m'aider à les gonfler ?»« Ah oui !» répondit le petit garçon d'une voix tout excitée. Ensemble, ils les gonflèrent un par un avec beaucoup d'amusement. Une fois la tâche terminée, le vieux vendeur dit au garçon « Peux-tu les lâcher dans le ciel comme tout à l'heure ?»« Oui, avec plaisir !» répondit le garçonnet. Mais cette fois-ci, les ballons retombèrent aussitôt par terre. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» demanda le vieillard d'un air faussement étonné. « Ah ben, les ballons ne se sont pas envolés comme la première fois !» répondit tristement le petit garçon. « Aucun ne s'est envolé, pas même les blancs ?» demanda le vendeur, en faisant mine de ne pas comprendre. « Ben non, monsieur, pas même les blancs !» répondit le petit garçon. « Et les rouges ?» demanda le vendeur. « Ben non, monsieur, les rouges non plus !» répondit le garçon. « Et les noirs et les jaunes ?» demanda le vendeur en faisant semblant d'être affolé. « Ben non, monsieur, aucun ballon ne s'est envolé !» répondit le petit garçon d'un air désemparé. « C'est bizarre !» conclut le vendeur en observant le désarroi du petit garçon, avant de le regarder droit dans les yeux et lui expliquer « Tu vois, mon garçon, ce n'est pas la couleur qui fait voler un ballon, mais plutôt ce qu'il y a à l'intérieur. »« Ce qu'il y a à l'intérieur ?» demanda l'enfant. « Tout à fait, » répondit le vendeur. « Un ballon rempli d'hélium va voler peu importe sa couleur, et un ballon rempli d'air va finir par retomber, peu importe sa couleur. » Le petit garçon fit enfin signe de comprendre, et le vendeur continua « Les ballons, c'est comme les hommes. L'important, ce n'est pas leur couleur de peau, mais ce qu'il y a en eux. Et c'est ce qu'il y a en toi qui fera toute la différence dans ta vie. » Le garçonnet hocha la tête, fit un grand sourire au vendeur, puis s'en alla à ses occupations sans imaginer que ces quelques minutes passées auprès de ce vieux monsieur allaient rester à jamais gravées dans sa mémoire. Premier point d'analyse, l'art et la manière de bien dialoguer consistent à répondre aux préoccupations profondes de l'interlocuteur plutôt qu'à la question posée en surface. Dans cette histoire, l'enfant pose une question simple. Est-ce que les ballons noirs volent aussi haut que les autres? Le vieux monsieur aurait pu dire simplement oui ou non. Il aurait pu aussi lâcher un ou deux ballons noirs pour lui montrer. Mais au lieu de ça, le vieux monsieur comprend la véritable interrogation. Ce petit garçon avait un manque de confiance en lui par rapport à sa couleur de peau. Il a donc répondu à l'interrogation implicite et non pas à la question de surface. Quand je fais le parallèle entre ce qu'a fait le monsieur ou le vieux vendeur de ballons et ce que fait d'habitude le commun des mortels, je constate que beaucoup de problèmes de communication viennent parfois du fait que les gens ne s'écoutent pas profondément. Ils ne s'écoutent pas les uns les autres. Prenons l'exemple simple d'une scène de ménage, d'une petite scène de ménage. Imaginons une femme reprocher à son conjoint, ou l'inverse, son absence répétée du domicile conjugal pour des raisons, disons, professionnelles. Le message implicite serait donc le suivant, je veux que l'on passe plus de temps ensemble, toi et moi.
Sauf que le conjoint, ne faisant pas attention au sens profond du reproche, se contente de rentrer plus tôt à la maison en ramenant des dossiers à finaliser chez lui le soir, puis s'étonne que son effort ne soit pas accueilli avec le sourire. Eh bien, ce genre de scénario, ça arrive tout le temps. Et parfois, ça touche des sujets beaucoup plus compliqués. Et parfois, c'est pire. Le sujet est simple, mais l'interlocuteur est, comment dirais-je, inutilement pointilleux. Je ne sais pas si vous connaissez ou si vous avez connu dans le passé ce genre de personne qui, quand elle discute avec vous, va orienter toute son attention et sa puissance intellectuelle pour rebondir par exemple sur vos erreurs de vocabulaire ou sur vos maladresses d'expression, en négligeant totalement ou partiellement le sens profond du message que vous essayez de lui transmettre. Elle va dire par exemple « Oui, mais hier tu m'as dit ceci ou cela, oui, mais tu as employé tel ou tel mot, etc. » Ce genre de personnes ne comprennent pas, à mon avis, ou ne veulent pas se donner la peine de comprendre, pour peut-être des raisons inavouées, que dans une discussion courante, il y a forcément des erreurs de langage, des raccourcis dans le sens étymologique des mots, liés la plupart du temps à la simplification des propos, à la rapidité des échanges, ou même à la pauvreté du vocabulaire utilisé. Et que le plus important, ce n'est pas le mot, la phrase ou la question que pose l'interlocuteur, mais bel et bien le sens caché derrière. Deuxième point d'analyse, l'enseignement via la méthode socratique donne généralement de meilleurs résultats que via les méthodes traditionnelles. Attention, je ne parle pas ici des enseignements littéraires, où il y a relativement un faible besoin de réflexion, comme, je sais pas moi, la géographie, l'histoire, les langues, etc. Je parle plutôt des enseignements nécessitant une réflexion profonde sur la nature des choses, comme les stratégies politiques, les expériences sociales, le développement personnel, etc. Dans cette histoire, le vieux vendeur de ballons ne répond pas directement aux questions du petit garçon, mais s'arrange pour poser des questions bien ciblées en faisant tantôt l'ignorant, tantôt le surpris, afin de permettre à son jeune interlocuteur de répondre lui-même à son interrogation profonde. Cela s'appelle le dialogue socratique, car ouais, bon, Socrate était réputé faire la même chose. À titre personnel, je pense que l'une des meilleures façons d'aider l'autre à comprendre les choses et les mémoriser profondément est de s'abstenir de toute réponse directe. Lui poser plutôt des questions ciblées qui vont lui permettre d'examiner les différentes perspectives par rapport à son hypothèse de départ et d'en dégager ses propres conclusions. Combien de fois j'ai dû assister à des séminaires, à des formations, à des conférences extrêmement coûteuses et incroyablement ennuyeuses. La plupart de ces formations ou de ces conférences étaient basées sur ce que j'appelle la méthode d'enseignement traditionnelle, qui consiste à prendre un animateur, lui faire porter un costume cravate, oui, l'apparence est importante, et lui demander de lire ou de réciter, via un monologue sans fin, des informations théoriques, parfois pendant des heures, pour exiger de l'élève ou du stagiaire d'apprendre par cœur le contenu exposé, afin de réussir son examen ou son stage. En résumé de ce point, je pense qu'une leçon comprise par soi-même sera toujours plus légitime qu'une leçon donnée par quelqu'un d'autre. Troisième point d'analyse, l'un des investissements les plus lucratifs possibles est le temps que je peux accorder à mes enfants. Dans cette histoire, le vieux vendeur de ballons met de côté son business et se permet même de lâcher une partie de son gagne-pain en plein air, rien que pour répondre à l'interrogation du petit garçon. Ce vieux monsieur savait probablement que réconforter le petit garçon et solidifier sa confiance en lui allait avoir des impacts positifs profonds et remarquables sur la vie du gamin. Des impacts beaucoup plus importants que le temps investi dans la leçon ou le prix des ballons lâchés dans le ciel. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais nous sommes au XXIe siècle. Et malgré ça, il y a encore aujourd'hui des parents qui pensent que leur mission dans la vie se termine à partir du moment où ils répondent convenablement aux besoins primaires de leurs enfants. Quand je dis besoins primaires, c'est nourriture, vêtements, logement, soins médicaux, scolarité, etc. Certains d'entre eux vont s'arranger pour sous-traiter un maximum de leurs obligations envers leurs enfants, à des nounous, à des voisins, à de la famille.
D'autres vont rester le plus longtemps possible au travail afin de gagner plus et de gâter leurs enfants de cadeaux et de jouets, croyant ainsi se sacrifier pour leur bien. Et d'autres encore vont faire preuve d'une patience, mais incroyable, face à supporter un patron tyrannique et détestable, et vont paradoxalement se montrer peu tolérants vis-à-vis de leurs petits. Attention, je ne suis pas en train de juger ou de condamner qui que ce soit. Je sais que la vie n'est pas facile pour beaucoup de parents dignes et consciencieux, obligés parfois à jongler entre deux boulots pour satisfaire à peine les besoins fondamentaux de leurs enfants. Mais ce que je retiens de cette histoire, c'est que le sacrifice d'un père ou d'une mère ne se mesure pas uniquement à la fatigue physique d'un travail épuisant pour le bien-être de ses enfants, ne se mesure pas non plus au nombre de cadeaux achetés ou à l'argent dépensé. Le vrai rôle d'un parent, selon ma compréhension des choses, se mesure avant tout au temps investi à jouer avec ses enfants, à les écouter et à les accompagner dans leur évolution et leur garantir un équilibre physique, psychologique et émotionnel. Voilà, nous arrivons à la fin de cette analyse et je vous remercie de m'avoir suivi. N'hésitez pas à me laisser en commentaire vos retours, vos remarques et pourquoi pas d'autres points d'analyse auxquels j'aurais peut-être pas fait attention. Si vous avez besoin d'échanger sur un autre sujet ou d'être accompagné, n'hésitez pas à me contacter ou à aller faire un tour sur mon site web. Cela vous permettra d'avoir plus d'informations sur moi et sur ce que je propose comme service. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dans quelques jours avec une nouvelle histoire.